Bonjour à tous. Bienvenue à ce nouveau webinaire autour de mon espace santé dédié aux entrepreneurs. Donc, ce n'est pas le premier, puis ce ne sera pas le dernier, puisque c'est un sujet qui va beaucoup nous occuper sur ce second semestre. On a un ordre du jour assez riche, donc je vous propose de commencer dès maintenant. Et là, je te passe la main. Merci Elodie. Effectivement, on a déjà organisé un certain nombre de webinaires dont l'objectif est de présenter mon espace santé, de présenter les sujets en lien avec mon espace santé qui concernent les entrepreneurs, les éditeurs de services numériques et de solutions numériques en santé de manière générale. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est vous présenter la stratégie du numérique en santé de manière générale dans laquelle s'inscrit mon espace santé, vous présenter quelques éléments de fonctionnement sur mon espace santé et zoomer sur les sujets qui vous intéresseraient le plus. Et puis, on va parler du processus de référencement, puisque comme vous le savez peut-être, dans mon espace santé, il est prévu de pouvoir référencer un certain nombre d'applications, de services à destination des usagers finaux, des patients qui pourraient leur être utiles dans la prise en charge de leur santé et qui pourraient être référencés au catalogue de services de mon espace santé en respectant un certain nombre d'exigences. Et c'est un peu ce processus de référencement, ces exigences et ces critères que je vous présenterai en fin de webinaire. Avant de démarrer, on a un petit film introductif à vous partager qui présente un peu la dynamique générale de la feuille de route du numérique en santé en France et l'arrivée de mon espace santé en particulier. C'est historique et les engagements pris sont sans précédent pour la transformation numérique de notre système de santé. Il n'y aura pas d'homme ou de femme providentielle, il n'y aura pas un logiciel miracle qui résoudra tous nos problèmes. La seule solution, c'est d'être enfin capable de s'engager collectivement, ensemble. Et donc c'est cette feuille de route du numérique en santé qu'on veut partager. On a les mêmes objectifs, on a les mêmes ambitions, ils sont élevés et on va la déployer tout au long de cette année 2021 et 2022. Cette feuille de route du numérique en santé, les territoires l'attendaient. Sa mise en place est aujourd'hui une condition indispensable au succès de nos projets de terrain. Pour aller au bout de nos idées, de nos convictions, il fallait construire un outil, une plateforme, un espace numérique de santé. Le nom de code de cette plateforme numérique nationale, c'est Mon Espace Santé. Mon espace santé est un projet très ambitieux qui vise tout simplement à transformer le parcours de soins des assurés. Concrètement, c'est quoi ? Un espace numérique sécurisé, personnel, hébergé en France, qui va réunir pour chaque assuré ses données de santé. Notre fil d'Ariane, à chaque étape de l'élaboration de mon espace santé, est d'associer les patients afin de nous assurer qu'ils répondent bien à leurs besoins. Prenons un exemple. Je suis d'une patiente diabétique qui a une fracture opérée de la cheville, qui déménage et qui du coup se retrouve prise en charge par un nouveau médecin traitant. Grâce à mon espace santé, cette patiente pourra facilement partager son historique médical avec son nouveau médecin. Dans son dossier médical, elle peut renseigner des informations sur son parcours, son historique. En les photographiant, elle peut déposer des documents médicaux qu'elle a chez elle, tels que son compte-rendu d'hospitalisation, son compte-rendu opératoire lors de la fracture de sa cheville. 80% des personnes interrogées se disent rassurées qu'un tel service soit développé par le service public. Notre objectif est d'ouvrir ce nouveau service public numérique à tous, par défaut, dès le 1er janvier 2022. L'assurance maladie accompagnera au plus près les assurés dans leur prise en main de mon espace santé. Il faut que les établissements de santé, les professionnels de santé, ils s'approprient ces outils, qu'ils alimentent le dossier médical partagé, qu'ils échangent les données de santé avec le citoyen via une messagerie sécurisée. Et puis, il faut enfin que les patients, les associations de patients, les citoyens se saisissent de mon espace santé, se l'approprient pour qu'enfin tous, on soit acteurs de notre santé. C'est vraiment là notre souveraineté numérique qui est en jeu et derrière la modernisation du système de santé dans un cadre de valeurs qui nous semble à nous, société, citoyens, acceptable. On n'y arrivera pas sans vous et on compte vraiment sur vous et vous pouvez compter sur nous. On est Merci Elodie. Donc, petit rappel de l'ordre du jour de notre session d'aujourd'hui. Comme le disait Elodie en intro, ça va être assez chargé, mais on va garder du temps quand même pour pouvoir répondre aux questions.
Donc, n'hésitez pas à les mettre dans l'onglet questions en chat. Donc, aujourd'hui, on va balayer rapidement le contenu de mon espace santé. Pourquoi est-ce qu'on construit un service comme celui-là et son articulation avec le reste de la feuille de route du numérique en santé. On va faire un zoom, comme je le disais tout à l'heure, sur grosso modo en quoi est-ce que mon espace santé concerne les acteurs économiques du secteur du numérique en santé et qu'est-ce qui pourrait vous intéresser. Et enfin, on zoomera sur le processus de référencement en particulier en indiquant voilà, l'état d'avancement, là où on en est et qu'est-ce qui est à attendre dans les prochaines étapes. Sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet en présentant quelques éléments de contexte. Donc, comme le disait la vidéo, mon espace santé, c'est un espace numérique qui va permettre à chacun des assurés de notre système de soins de gérer ses données de santé. Donc, concrètement, il y a un volet hyper central, c'est qu'il est personnalisé dans le sens chacun d'entre nous disposera d'un espace numérique de santé. C'est nous qui avons la main sur la gestion de nos données de santé, qui y a accès, avec qui est-ce que je les partage, qui peut consulter mes données, qui peut alimenter mon espace numérique de santé. Donc ça, c'est le cœur du dispositif, c'est vraiment de redonner la main aux usagers sur leurs données de santé. Ensuite, concrètement, on s'inscrit dans la continuité de ce qui a été fait sur les 10-15 dernières années autour du DMP, c'est-à-dire que le DMP devient une brique en back-office de mon espace santé qui pourra être alimenté par les professionnels directement au travers de leur logiciel DMP compatible. Mais en plus de la fonctionnalité DMP, on vient y adjoindre d'autres modalités d'échange avec l'extérieur. D'abord, une messagerie pour échanger directement avec les professionnels de santé qui nous accompagnent, qui nous prennent en charge dans l'environnement de confiance de la MS Santé. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est un certain nombre de règles spécifiques qui permettent de garantir la sécurité des échanges aujourd'hui entre professionnels lorsqu'ils échangent des données de santé concernant leurs patients. Et demain, les professionnels pourront utiliser exactement les mêmes outils d'échange pour échanger avec leurs patients plutôt que des plateformes de messagerie gratuites. Donc, le cœur vraiment du dispositif, c'est avoir un endroit où je peux gérer mes données de santé, les partager en toute sécurité. Concrètement, à l'origine, on s'inscrit, comme je le disais tout à l'heure, dans la continuité du DMP. Ça nous a permis d'avoir vraiment énormément de retours sur ce qui est attendu de la part des citoyens, mais aussi ce qui ne fonctionne pas suffisamment bien aujourd'hui. Et c'est vraiment là-dessus qu'on a inscrit la proposition de valeur, le positionnement de mon espace santé. On s'inscrit vraiment dans des attentes qui ont pu être exprimées par les utilisateurs. L'année dernière, on a mis en place un sondage à l'échelle de plus de 2000 usagers et clairement, le fait de pouvoir échanger en sécurité et de pouvoir accéder à mes données et à mes documents de santé, ça faisait partie des attentes qui ressortaient à plus de 70-80% des personnes interrogées. Bien évidemment, avec toujours cette demande de garantie, de confiance, de sécurité autour de la gestion de ces données de santé. Et c'est pour ça qu'au cœur de la stratégie, pour nous, ça fait partie des plateformes que l'État se doit de développer pour garantir justement la souveraineté et la confiance que les usagers pourront avoir autour de la gestion de leurs données de santé. D'ailleurs, 4 Français sur 5 se disent favorables au fait que le dispositif soit mis en place par des acteurs publics, en l'occurrence l'assurance maladie, qui va être l'opérateur au jour le jour de la solution, sous le pilotage du ministère de la Santé. Donc, au cœur de la stratégie du numérique en santé, vous le savez, on construit une vision qui s'appuie sur des référentiels, des couches de services socles de base qui sont mis à disposition par la puissance publique pour que les acteurs de l'écosystème puissent développer des solutions à forte valeur ajoutée, innovantes, qui améliorent la prise en charge au jour le jour des patients et des usagers de notre système de soins. Donc, concrètement, c'est la même logique qui s'inscrit à mon espace santé. On va mettre à disposition les fonctionnalités de base pour prendre soin de sa santé et on va permettre aux entrepreneurs, aux acteurs économiques du secteur d'être référencés au catalogue de services de mon espace santé, ce qui veut dire que lorsque le dispositif
sera ouvert pour tous les usagers de notre système de soins à compter du 1er janvier 2022. Ils pourront découvrir les applications référencées par les acteurs économiques du secteur. On va du coup appliquer un certain nombre d'exigences vis-à-vis des solutions qui seront référencées, un certain nombre de critères de référencement dont je vous parlerai en fin de webinaire. Et donc, concrètement, on s'appuie sur les couches, les référentiels socles qui nous permettent d'identifier les usagers avec l'INS, d'identifier les professionnels de santé avec ProSanté Connect, qui nous permettent aussi de garantir les conditions de sécurité avec la PGSSI, la politique générale de sécurité des systèmes d'information en santé, et avec également l'interopérabilité qui est encadrée par le cadre d'interop des systèmes d'information en santé qui est piloté par l'ANS. Donc, ces référentiels socles s'appliquent à tous. Nous-mêmes, dans le cadre du développement de Mon Espace Santé, on les applique. Ils définissent un certain nombre d'exigences, d'attentes, et les éditeurs de solutions qui sont conformes à ces exigences-là pourront être référencés au catalogue de services, ce qui veut dire que n'importe quel usager qui aura activé son compte Mon Espace Santé pourra découvrir la richesse de l'offre mise en place par les acteurs du secteur. Et pour certaines de ces applications-là, j'y reviendrai, il pourra même autoriser les applications à alimenter ou à consommer des données stockées dans Mon Espace Santé. Donc concrètement, lorsque des applications s'inscrivent dans des finalités de prévention, de soins, de diagnostic ou de suivi social ou médico-social, dans l'une de ces 4 finalités-là, les solutions pourront candidater à échanger des données avec Mon Espace Santé et l'usager pourra autoriser certaines applications à échanger avec son espace santé, que ce soit pour récupérer des documents importants en amont d'une consultation ou que ce soit pour récupérer, par exemple, toutes les mesures prises par sa balance connectée et venir enrichir son carnet de santé dans Mon Espace Santé. Donc, voilà, grosso modo, comment est-ce que Mon Espace Santé s'inscrit dans la feuille de route du numérique en santé et comment est-ce que, à travers Mon Espace Santé, on intègre vraiment cette vision d'État plateforme, c'est-à-dire l'État met à disposition les ressources de base pour permettre aux acteurs de l'écosystème de positionner des solutions à forte valeur ajoutée pour, en l'occurrence, le grand public, pour les usagers, les citoyens. Donc, j'essaie d'aller un peu vite. N'hésitez pas à poser des questions au fil de l'eau dans l'onglet questions. L'objectif, c'est vraiment justement de dresser un portrait global de Mon Espace Santé, de la manière dont ça fonctionnera, et éventuellement de zoomer sur les points qui vous intéressent le plus. Donc maintenant, comment est-ce que ça va fonctionner concrètement? Qu'est-ce qu'il y a derrière Mon Espace Santé? Donc, Mon Espace Santé, ce qui est défini par la loi, ce qui est attendu d'un point de vue des fonctionnalités, c'est tout d'abord un dossier médical. Donc, on va reprendre l'historique du DMP. Donc, on va reprendre tous les documents qui étaient stockés jusqu'à présent dans le DMP. Les professionnels continueront de pousser des documents qui pourront être consultés par les usagers dans Mon Espace Santé. Et ça va constituer vraiment le carnet de santé des usagers de façon quotidienne. Ce dossier médical, en plus des documents historiques, il comportera aussi ce qu'on appelle un profil médical qui pourrait être alimenté par l'usager lui-même pour un peu décrire sa situation. Et ce profil médical, il pourrait être partagé avec les professionnels ou avec les applications référencées. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, le cœur du dispositif. C'est un endroit pour stocker ces documents de santé, soit soi-même, pour ne plus les perdre, ne plus les oublier, faire en sorte qu'en cas de pépin, les professionnels qui me prennent en charge puissent avoir accès à tout mon historique médical, mais aussi qui pourraient être alimentés par les professionnels de santé ou les applications numériques en santé que j'aurais autorisé à alimenter mon dossier médical. Ça, c'est le cœur du service. Ensuite, tout le reste, ce sont des modalités de partage ou de représentation particulière de l'information médicale. Donc, concrètement, je vais passer rapidement sur la messagerie. On va mettre en place une messagerie professionnelle de santé patient dans l'espace de confiance MS Santé. Donc, concrètement, tous les professionnels équipés d'une messagerie sécurisée de santé, tous les professionnels ou les établissements, pourront écrire à leurs patients dans les mêmes conditions de sécurité qu'ils ne le font aujourd'hui entre pairs. Donc, ça, c'est des choses qu'on a déjà testées depuis maintenant 1 an, qui est en production
dans certains départements, donc notamment la Haute-Garonne, où on a lancé la semaine dernière la première vague de création de mon espace santé. Donc, messagerie et dossier médical, c'est les briques, on va dire, de base de mon espace santé, et c'est la version du service qui est aujourd'hui expérimentée en conditions réelles, vraiment à l'échelle de l'ensemble des assurés des départements, donc en l'occurrence de Haute-Garonne, et dès la semaine prochaine, Loire-Atlantique et Somme qui vont venir se joindre aux travaux. Après cette version, on va dire, basique, première de mon espace santé, on a deux autres fonctionnalités. D'abord, le catalogue de services. Comme je vous le disais, ça va référencer les applications développées par des acteurs publics ou privés, gratuits ou payants du secteur du numérique en santé. Toute application qui s'adresse à un usager final, à un patient, pourra pour être référencée au catalogue. Ça va permettre aux usagers de découvrir des nouvelles applications qui pourraient leur être utiles, qui pourraient leur être utiles dans leur prise en charge, dans leur parcours de soins. Et ça va permettre, lorsque ces applications s'inscrivent dans des finalités de suivi, de soins, de diagnostic ou de prévention, de donner l'opportunité aux usagers d'échanger leurs données avec ces applications référencées. Donc, pour ces applications-là, on le verra tout à l'heure, il y aura un certain nombre de conditions particulières qui se poseront, notamment d'un point de vue RGPD et sécurité, pour garantir, on va dire, la sécurité de l'échange de données de bout en bout. Donc, le catalogue de services, c'est vraiment la fonctionnalité centrale qui vous intéressera le plus. Et ensuite, il y a l'agenda aussi, qui est en fait une représentation, on va dire, chronologique des différents événements qui ont trait à ma santé. Ça va être des rendez-vous, mais aussi des rendez-vous passés, des rendez-vous à venir, mais aussi des informations concernant des examens de prévention, par exemple, personnalisés par rapport à mes données de santé. Donc, ça va permettre de centraliser en un seul et même endroit l'ensemble des événements qui ont trait à ma santé et de les partager avec les professionnels qui interviennent dans ma prise en charge. Donc, concrètement, une application qui fait de la prise de rendez-vous, qui est référencée au catalogue des services de mon espace santé, pourra pousser des données dans l'agenda suite à la prise de rendez-vous, mais elle pourra aussi demander à l'usager, par exemple, de charger son profil médical dans l'application en question ou le dernier examen de résultats de biologie stocké dans son DMP pour préparer, par exemple, son prochain rendez-vous ou sa téléconsultation. Donc, c'est vraiment des échanges dans les deux sens qui seront mis en œuvre dans le cadre du catalogue des services. Ici, concrètement, le zoom qu'on va faire aujourd'hui, c'est sur le catalogue de services, savoir comment est-ce que se passe le processus de référencement pour que votre solution puisse être référencée. Il y a d'autres sujets qui pourraient vous intéresser, notamment le fait autour de la messagerie sécurisée de santé, si vous avez une interface qui outille également les professionnels, de voir comment est-ce qu'elle peut être conforme aux exigences de l'espace de confiance en la santé pour permettre aux usagers professionnels d'échanger avec leurs patients. Pareil, un autre sujet qui pourrait vous intéresser, toujours si vous avez une solution qui qui fournit des interfaces aux professionnels de santé, c'est les modalités de conformité au DMP pour pouvoir permettre aux professionnels de compter ou d'alimenter le DMP. Et autre chose qui pourrait vous intéresser également, c'est les modalités d'alimentation du format d'agenda. Ce dernier point, on l'abordera, mais les deux précédents, on les abordera pas nécessairement. C'est-à-dire que aujourd'hui, on va vraiment zoomer sur les applications à destination des usagers et voir comment est-ce que ces applications peuvent être référencées au catalogue de services de mon espace santé. Concrètement, c'est simple, pour être éligible au référencement, ça veut dire pour pouvoir se porter candidat au référencement, il y a vraiment deux questions à se poser pour savoir si on est concerné. Est-ce que notre application, elle s'adresse à un usager, patient, citoyen, voilà, vraiment bénéficiaire, on va dire, final de l'acte de soin? Ça, c'est la première condition. Et puis la deuxième, c'est de s'assurer que votre solution numérique, elle concerne bien
le secteur de la santé, du bien-être ou de la perte d'autonomie. C'est vraiment l'approche inclusive qu'on cherche à mettre en œuvre pour faire en sorte que tous les acteurs de l'écosystème du numérique en santé puissent se retrouver dans cette vision de l'État plateforme et faire en sorte que ça facilite en partie leur accès au marché dans le sens la découvrabilité de leurs solutions pour le grand public. Donc concrètement, en quelques mots, le catalogue de services de mon espace santé, qu'est-ce que ça vous apporte? D'abord, de la visibilité auprès de l'ensemble des usagers de notre système de soins. Je vous disais, le dispositif a été lancé la semaine dernière dans des établissements pilotes. On a d'ores et déjà à date près de 3000 espaces numériques de santé qui ont été créés. À partir du 1er janvier 2022, on va déployer ça à l'échelle nationale et concrètement, tous les usagers de notre système de soins auront un espace numérique de santé créé. Alors, tous ne l'activeront pas. Certains, par exemple, s'y opposeront ou certains ne s'y connecteront pas immédiatement. Mais pour ceux qui s'y connecteront, on compte déjà potentiellement plusieurs millions de citoyens usagers qui, du coup, découvriront les applications référencées au catalogue de services de mon espace santé. Ça, c'est pour, comme je le disais tout à l'heure, la découvrabilité des solutions via le catalogue de services. C'est aussi un gage de confiance puisque le fait d'être référencé suppose d'être conforme à un certain nombre d'exigences qu'on balayera rapidement tout à l'heure. Et donc, c'est une garantie supplémentaire qui est mise en avant pour le grand public, pour les usagers qui découvriront ces applications au catalogue de mon espace santé. Et enfin, pour les applications qui interviennent dans des champs, donc comme je le disais, de prévention, de diagnostic, de soins ou de suivi social et médico-social, si le service s'inscrit dans l'une de ces 4 finalités-là, alors ils peuvent également candidater à un accès aux données de mon espace santé, c'est-à-dire qu'ils peuvent permettre aux usagers de leur solution de consentir à ce que leur solution partage des données avec mon espace santé, donc soit alimente mon espace santé, soit s'appuie sur les données de mon espace santé pour offrir des services à valeur ajoutée. Donc, c'est vraiment, en quelques mots, le principal bénéfice d'être référencé au catalogue de mon espace santé. La visibilité, un gage de confiance pour les usagers et un accès sécurisé aux données soumises au consentement de l'utilisateur. Maintenant, on va zoomer sur le cœur du sujet, le processus de référencement. Concrètement, comment est-ce que pour les éditeurs de solutions, comment faire en sorte que le service puisse se retrouver au catalogue de mon espace santé. Donc, tout d'abord, il faut savoir est-ce que oui ou non on est concerné. Donc, c'est les 2 petites questions qu'on se posait tout à l'heure. Est-ce que je m'adresse à un patient, un usager final, un citoyen? Et est-ce que mon application s'inscrit bien dans les finalités de santé, bien-être et perte d'autonomie? Donc, l'idée là, c'est, voilà, comme je le disais, vraiment de s'inscrire dans une approche extrêmement inclusive, donc de faire en sorte que le maximum d'applications, on va dire, pertinentes dans le contexte de mon espace santé puissent se retrouver référencées. Ensuite, il y a un certain nombre de choses que vous pouvez d'ores et déjà faire pour savoir si du point de vue des exigences qui seront applicables, vous êtes effectivement au niveau attendu d'exigence. Donc, concrètement, il y a la solution qui s'appelle Convergence qui va être utilisée dans le cadre du processus de référencement pour vérifier la conformité des éditeurs qui souhaitent être référencés, leur conformité à la doctrine technique du numérique en santé. Donc, c'est pas mal de questions. À vrai dire, il y en a une petite centaine, je dirais, qui portent sur votre solution et sur l'organisation de votre entreprise pour savoir si vous respectez oui ou non un certain nombre de critères d'interopérabilité, de sécurité, et si vous vous appuyez bien sur les référentiels et les services socles. Alors, toujours dans cette logique d'approche inclusive, on va augmenter les niveaux d'attente et des exigences au fur et à mesure. Donc là, c'est la première année qu'on fait ce référencement. Donc, le service devra respecter un certain niveau d'exigence et petit à petit,
au fur et à mesure du déploiement de la doctrine technique du numérique en santé, ce niveau d'exigence augmentera. Donc, n'hésitez pas, je vois que Baptiste, dans le chat, a partagé le lien vers l'outil Convergence. Donc, vous pouvez d'ores et déjà aller y faire un tour pour voir le type de questions qui seront posées. Et autre chose d'assez utile, important, si vous êtes présent aujourd'hui, c'est que j'imagine vous connaissez la plateforme Genius. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Il y a un parcours guidé qui vous permet justement d'aller retrouver le lien vers les ressources utiles pour commencer à préparer sa demande de référencement. Maintenant, à partir du moment où on va lancer le processus de référencement, donc d'ici la fin de l'année, concrètement, il faudra fournir un certain nombre d'éléments que je détaillerai par la suite et se renseigner sur les API techniques de consommation, de connexion à mon espace santé. Donc, concrètement, nous, on va publier un certain nombre d'éléments de documentation de ces API. Je vous montrerai tout à l'heure un peu le calendrier qu'on s'est donné sur la fin de l'année et ce qui va vous permettre de préparer techniquement les raccordements nécessaires de votre solution à mon espace santé. Donc, le processus de référencement, il est aujourd'hui en cours de construction avec les collègues de l'assurance maladie et du GIE César Vital. On a un groupe de travail avec une trentaine d'éditeurs pilotes avec qui on teste et on co-construit ces éléments-là pour s'assurer que ça réponde bien aussi aux contraintes des industriels, des entrepreneurs du secteur. Une fois que le processus de référencement est abouti, finalisé, alors l'application est référencée. Et ce qui est important, c'est que a posteriori, il pourra y avoir des audits pour aller vérifier la conformité des éditeurs, la conformité effective des éditeurs à la doctrine technique du numérique en santé, notamment. Donc, on a vraiment une phase amont qui est assez déclarative, avec certes des pièces qui vont être demandées, mais vraiment une approche très ouverte, très inclusive du référencement et une batterie de tests a posteriori qui sera faite sur échantillon d'applications référencées pour garantir justement la confiance et la robustesse du dispositif. Voilà en quelques mots les grandes étapes. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le détail de justement le processus de référencement et l'instruction des demandes. Donc d'abord, va y avoir des processus légèrement différents si votre application propose de l'échange de données, donc va être intéressée pour permettre à l'utilisateur d'autoriser l'application en question à échanger avec mon espace santé, soit en lecture, soit en écriture. Donc, la solution peut pousser des documents dans mon espace santé, pousser des données dans mon espace santé ou consommer des données dans mon espace santé. Et certaines applications peuvent tout à fait être référencées sans proposer ces échanges de données. Donc, le processus de référencement va être un peu différent si on fait de l'échange de données ou si on ne fait pas de l'échange de données. Pourquoi? Parce que si on fait de l'échange de données, nous, on a une responsabilité de garantir, on va dire, l'intégrité des données qui sont échangées, que ce soit en lecture ou en écriture. Donc, parce que typiquement en écriture, cette donnée, elle pourrait être prise en compte demain dans le cadre de la prise en charge du patient. Donc, on a quand même quelques phases de contrôle supplémentaires qui sont prévues si le service souhaite échanger de la donnée avec mon espace santé. Ce qui est important à avoir en tête, je le répète, mais je pense que c'est indiqué ici, mais je pense que c'est vraiment un des takeaways que vous pourrez avoir de la session d'aujourd'hui pour ceux qui ne le savent pas déjà, mais l'échange de données avec mon espace santé, il est possible uniquement si l'on s'inscrit dans les finalités de prévention, de diagnostic, de soins ou de suivi social ou médico-social. C'est hyper important d'avoir ça en tête parce que, en fait, ce sont des exigences, c'est un cadre qui est défini par la loi. Donc, ça serait dommage que vous vous lanciez dans une démarche de référencement avec échange de données sans avoir vérifié déjà que voilà, votre solution elle s'inscrit bien dans l'une de ces finalités-là. Ensuite, concrètement, toujours dans le cas de l'échange de données, ce qui va se passer, c'est qu'on va vous demander quelques éléments complémentaires d'un point de vue sécurité et RGPD pour s'assurer justement qu'on s'inscrit bien dans ces finalités-là. Et derrière, ce qui va être fait, c'est que
lorsque vous serez référencé, l'usager pourra choisir de synchroniser son application Mon Espace Santé avec l'application en question. Donc, ça ressemble beaucoup à, par exemple, sur certaines applications où on peut synchroniser l'application en question avec un Google Drive, par exemple. Il faut vraiment imaginer Mon Espace Santé comme le Google Drive des données de santé souverain. Donc, l'idée, c'est, moi, en tant qu'usager, je veux bien utiliser la fonctionnalité Mon Espace Santé dans l'application en question, ce qui me permettra de récupérer les données issues de l'application en question dans Mon Espace Santé, ou à l'inverse, de faire en sorte que Mon Espace Santé puisse alimenter des documents ou des données de santé dans mon application pour fluidifier un parcours de préadmission, par exemple, ou comme je le disais tout à l'heure, permettre aux patients de récupérer les documents de santé utiles en vue d'une téléconsultation ou d'un rendez-vous médical à venir. Donc, ça, c'est quelque chose d'assez central à avoir en tête, notamment du point de vue des spécifications techniques, comme vous pouvez l'imaginer. Lorsqu'il y a de l'échange de données, eh ben, les tests de raccordement qu'on aura à mener sont bien plus important, ne serait-ce parce qu'on a une condition absolument importante à vérifier, c'est celle de l'identité du patient. Comment est-ce qu'on s'assure que l'usager de la solution X est bien le titulaire d'un compte Mon Espace Santé X également. Et donc, là-dessus, on a aujourd'hui des premiers éléments de documentation technique qu'on a travaillé avec les éditeurs de l'appel à candidature du store. On essaye de faire en sorte de définir quelque chose qui ne soit pas trop chronophage d'un point de vue technique pour les solutions qui souhaitent échanger des données avec Mon Espace Santé. Mais on a des conditions particulières qui font qu'on ne s'inscrit pas directement dans des protocoles basiques comme pour ceux qui ont pu suivre ça, mais comme des protocoles Hôte 2, qui sont des protocoles de SSO standard. Comme là, on n'est pas tout à fait là-dessus, on va devoir construire quelque chose de façon ad hoc. Donc, là, sur on va zoomer un tout petit peu sur qu'est-ce que ça veut dire l'échange de données, mais ça va aller assez rapidement. L'idée, c'est que si une application est référencée, alors l'appareillement, il doit être réalisé entre l'identifiant utilisateur dans Mon Espace Santé et l'identifiant externe de l'usager. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on est obligé de faire ça? Parce que les applications référencées au catalogue de services ne sont pas nécessairement habilitées à utiliser l'INS, l'identifiant national de santé. Donc, puisqu'on n'a pas de base de référence partagée pour l'identification des usagers entre les applications du catalogue de Mon Espace Santé et Mon Espace Santé, on est obligé de créer un ID ad hoc. Et donc, c'est ça qui fait qu'on est on fait un peu quelque chose de fait maison, on va dire, pour sécuriser le processus d'enrôlement. Donc, ça va se baser sur un identifiant externe de l'usager dans le service référencé qui sera partagé entre le service référencé et Mon Espace Santé. Donc, il n'y a pas à date beaucoup plus de choses à vous partager là-dessus. Je mets juste ce point-là en exergue parce que c'est vraiment, on va dire, le principal enjeu technique qui a été identifié et que, voilà, pour que vous l'ayez bien en tête, ça fait partie, on va dire, des étapes de référencement qui sont assez cruciales, qui permettent de sécuriser donc notamment la confidentialité des données, puisqu'on veut s'assurer que l'usager qui va autoriser l'échange entre Mon Espace Santé et l'application en question est bien celui qu'il prétend être. Donc, quelques éléments de visibilité sur les données qui pourront être accessibles dans Mon Espace Santé, toujours en écriture et toujours en lecture ou en écriture, et les spécifications d'interopérabilité qui sont associées. Donc, on pourra vous partager le support, donc vous pourrez récupérer le lien. Mais donc,
tout d'abord, un des premiers champs qu'on va être en capacité d'échanger, ce sont ce que nous, on appelle les mesures de santé autour du profil médical. Et donc, c'est les données que vous voyez là, poids, taille, IMC, tour de taille, température, glycémie, tension artérielle, fréquence cardiaque, niveau de douleur, nombre de pas. Donc là-dessus, on va s'inscrire sur… on va se baser sur des spécifications d'interopérabilité du point de vue du format des données, qui sont des spécifications FHIR, F-H-I-R, sur les mesures de santé qu'on pourra échanger entre les applications référencées et mon espace santé. Pareil, on pourra échanger des données de vaccination, toujours issues des volets de contenu d'interopérabilité FHIR, idem pour les données d'agenda. Ensuite, pour ce qui est des documents qu'on pourra échanger, on va s'inscrire dans le cadre d'interop du CISIS défini par l'ANS qui s'appelle partage de documents. Donc, l'objectif de vous partager là de premières ressources, c'est de vous inviter à aller voir concrètement si vous traitez l'une de ces données-là ou bien si vous êtes intéressé pour consommer ces typologies de données-là, que vous puissiez d'ores et déjà aller jeter un œil aux spécifications d'interopérabilité qui seront demandées. Donc, là où sur de l'appariement, on fait des choses ad hoc non standards, pour l'interopérabilité et sur les formats de données, là, on va plutôt s'inscrire, bien sûr, dans les standards d'interop, HL7, que ce soit FHIR pour les données du profil médical, la vaccination, l'agenda, ou sur le cadre du CISIS, qui lui-même s'inscrit, vous le savez, sur les référentiels d'interopérabilité CDA, de HL7 aussi. Donc, voilà ce qu'on pourra trouver comme ressources dans mon espace santé et qui pourra être échangé avec mon espace santé. Quelques éléments de calendrier. Donc, nous, on a travaillé sur les éléments de spécification de l'API appariement parce que clairement, c'était l'enjeu le plus complexe. On a aussi une première version des API de mesure donc, qui correspondent à données-là. Aujourd'hui, elle a été principalement testée avec les 30 éditeurs de l'appel à candidature du store à qui on a partagé la documentation et la spécification. Courant octobre, on va mettre en place un premier environnement de test qui permettra à ces mêmes éditeurs, la trentaine avec qui l'on travaille dans le cadre du groupe de travail animé par le GIE, qui nous permettra donc de faire des tests, des premiers tests techniques sur ces API-là. Et donc, on va ouvrir les API de mon espace santé au fil de l'eau sur le dernier trimestre 2021. Donc, concrètement, à chaque fois qu'on publiera une API, nous, on aura un site web de documentation. Donc, potentiellement, ça ne sera pas publié, je veux dire, dans les calendriers là qui sont affichés, parce qu'il s'agit de calendriers de livraison de ces API. Donc, potentiellement, le temps de les tester, d'améliorer la documentation et de les republier, il y aura un léger décalage. Le calendrier il est vraiment à titre indicatif. Ce qu'il faut principalement retenir là, c'est d'abord la nature des API qui seront disponibles et ce caractère échelonné dans le temps. Si toutefois vous étiez intéressé par une API ou par une autre, ça vous permet de savoir à peu près dans quel calendrier est-ce que les éléments seront communiqués. Zoom sur le processus de référencement pour que vous ayez une idée globale de la manière dont ça fonctionnera. Donc aujourd'hui, ce qui est prévu, c'est une demande de référencement qui s'appuie sur concrètement un formulaire dans lequel vous allez déclarer ce que fait votre solution, comment est-ce qu'elle s'appelle, quel est le numéro de version, un formulaire RGPD qui entrera un peu plus dans le détail sur les conditions, les finalités de traitement, les conditions d'hébergement de l'application, les conditions d'échange de données transfrontaliers, etc., etc. Et ce qu'on appelle un formulaire d'engagement, où l'éditeur s'engage à être sincère dans les éléments qui sont fournis. En plus de ça, pour les applications qui souhaitent faire de l'échange de données avec mon espace santé, on demandera 3 documents complémentaires, une étude d'impact sur la vie
vie privée. Donc là, on est en train de travailler avec les collègues de la CNIL pour avoir un template générique de déclaration d'études d'impact de la vie privée. Un audit SSI. Donc là, pareil, on va essayer de fournir le maximum d'éléments pour que les éditeurs aient un cadrage de ce qui est attendu en termes de déclaration SSI et une analyse de code qui doit être réalisée par un des auditeurs certifiés par l'ANSSI. Donc ça, c'est pour les applications qui souhaitent échanger de la donnée avec mon espace santé. Par ailleurs, comme je le disais tout à l'heure, vous pouvez d'ores et déjà compléter le formulaire convergence en lien avec la solution que vous souhaiteriez faire référencer. Et il faudra nous indiquer dans le processus de référencement, dans le formulaire de demande, le numéro de votre ID convergence pour que nous, on puisse récupérer le rapport d'évaluation. En amont de tout ça et en parallèle de tout ça, les ressources qui seront à votre disposition d'un point de vue de la documentation, c'est de l'information de l'aide sur le site de Genius. C'est un document de procédure générale qui est aujourd'hui en cours de concertation que vous pouvez d'ores et déjà aller consulter et que l'on va publier prochainement. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est la documentation technique des API qui va être mise à disposition au fil de l'eau sur T4 2021. Comme je vous le disais, sur la documentation, il est tout à fait possible qu'on ait un glissement de calendrier puisqu'on va avoir pas mal de travail à faire sur les différentes livraisons des API que l'on a prévues là dans les mois à venir. Enfin, une fois que tous ces éléments sont consolidés, que la demande est formalisée, complète, on rentre dans un parcours d'instruction de la demande. Donc, nous, on va mobiliser des experts sécurité, on va mobiliser des experts RGPD et des experts aussi médicaux pour aller vérifier un certain nombre de critères qui portent sur la qualité des contenus. Et ce travail d'instruction permettra de définir la conformité ou non de l'application aux exigences définies. En cas de non-conformité détectée, on va adresser à l'éditeur le rapport des non-conformités et l'éditeur aura une opportunité de mettre à jour sa solution dans un délai qui reste encore à définir. En parallèle de ça, l'éditeur peut d'ores et déjà commencer les tests d'accrochage technique aux API publiques de mon espace santé. Donc nous, on publiera des éléments de documentation dynamique comme Swagger, etc., qui seront rendus publics. Et il y aura des acteurs, des experts techniques de notre côté pour accompagner l'éditeur dans le cadre de son processus de référencement, dans le cadre de son processus de test d'accrochage. Derrière, après le travail d'instruction, il y a ce qu'on appelle un passage en commission. Cette commission, y siégeront des personnalités externes à l'administration. L'objectif, c'est d'avoir un point de vue extérieur sur le travail qui est mené. Et c'est ça qui donnera lieu à une décision de référencement ou non. Il faudra avoir un avis favorable de la commission et un rapport de test positif pour pouvoir signer la convention de référencement. Je vois dans le chat parcours du combattant. En toute sincérité, par rapport à d'autres choses, moi je le trouve relativement simple. Il faut envoyer un formulaire, répondre à des questions et ensuite faire les tests techniques. Je vois pas très bien comment on pourrait faire moins. L'idée, c'est vraiment d'avoir un processus qui soit inclusif, qui soit simple du côté des éditeurs, mais qui permette néanmoins de garantir le minimum de confiance que les usagers, le grand public, pourraient avoir dans les services référencés. C'est même pour les éditeurs référencés une gage de qualité que de savoir que, entre guillemets, n'importe qui ne peut pas faire référencer non plus sa solution au catalogue de services de mon espace santé. Donc, on a vraiment ce double enjeu de simplicité et d'inclusion du point de vue des acteurs économiques et d'un minimum de garantie et de confiance que l'on doit apporter aux usagers. Donc, pour les allers-retours, en soi, on pourrait imaginer que si le rapport n'est pas conforme, alors l'éditeur sorte et donc il n'y a pas d'aller-retour. On fait ça plutôt pour venir en soutien aux éditeurs pour qu'ils puissent avoir, entre guillemets, une deuxième chance de rentrer dans le dispositif. Donc voilà, c'est un processus assez standard d'ailleurs. On a travaillé
avec des acteurs qui interviennent dans les champs de la certification et de l'homologation. Il n'y a pas non plus de caractère ésotérique dans le processus qui vous est présenté. Maintenant, en termes de prochaines étapes, donc je vous le disais, nous, sur le produit, on a une première version du dispositif qui a été déployée donc, la semaine dernière auprès quasiment de 1 million d'usagers. En tout et pour tout, jusqu'à la fin de l'année 2021, on va créer jusqu'à 4 millions d'espaces numériques de santé, donc dans 3 départements, Haute-Garonne, Loire-Atlantique, Somme. Ce qui se passe, c'est que depuis lundi, on a envoyé les premières notifications. De premiers usagers se sont connectés, ont créé leur compte. On compte jusqu'à présent déjà 3000 espaces numériques de santé créés. Et dans un délai d'1 mois à compter de l'envoi de la notification, on va créer automatiquement les espaces numériques de santé associés aux assurés de ces 3 départements. Donc, concrètement, à la fin octobre, on peut considérer qu'on aura ouvert un espace numérique de santé pour une grande majorité des usagers de ces 3 départements. Ensuite, à partir du 1er janvier 2022, on va déployer ça de façon systémique sur l'ensemble du territoire. On va poursuivre cette logique d'information systématique des utilisateurs. Et dans un délai d'1 mois après la notification adressée, les espaces numériques de santé seront ouverts. Concrètement, la première notification sera envoyée à partir du 3 janvier, la dernière sera adressée autour du 20 mars et donc le dernier espace numérique de santé pour couvrir vraiment la France entière dans cette logique de généralisation et d'opt-out, elle arrivera à la fin avril. Voilà, donc nous, on travaille en parallèle, comme vous le savez, sur le processus de référencement avec, comme je vous le disais, des éditeurs qui ont été sélectionnés par le GIE Sésame Vital et avec qui on travaille sur la co-construction du processus de référencement. On a pour objectif d'avoir de premières applications référencées dès le 1er janvier. Donc, on va commencer à ouvrir petit à petit, à bas bruit, le processus de référencement d'ici la fin de l'année pour le tester en conditions réelles avant d'ouvrir globalement tout le processus de référencement. Mais vous pouvez, comme je le disais, d'ores et déjà aller vérifier notamment les exigences qui s'appliquent dans le cadre de Convergence. Par ailleurs, on a publié au mois de juillet le document de procédure générale qui vient un peu détailler ce que je vous ai présenté là dans le texte et les critères applicables au référencement, c'est-à-dire quel est le niveau de maturité attendu du point de vue de la conformité des éditeurs aux exigences de sécurité, aux exigences de conformité à la doctrine technique, aux exigences également éthiques qui s'appliquent pour être référencées au catalogue des services de Mon Espace Santé. Donc, n'hésitez pas à aller consulter l'interface participer.isanté.gouv.fr. On vous repartage là le lien aussi dans les prochaines slides à venir, mais ça vous permet d'ores et déjà de vous faire une idée globale du processus de référencement, de la manière dont ça va se passer et des exigences qui seront associées. En parallèle, on organise des webinaires comme celui-ci pour avoir l'occasion de discuter, de répondre à vos éventuelles questions, de vous partager aussi du contenu au fil de l'eau, vraiment au fur et à mesure de l'avancement de nos travaux, pour que vous puissiez suivre un peu l'actualité et vous préparer aussi du point de vue de vos feuilles de route produits. Donc, en termes de prochaines étapes, hyper concrètement, vous pouvez d'ores et déjà aller vérifier sur Genius le parcours guidé, donc savoir si votre solution elle est concernée ou non par le référencement à Mon Espace Santé. Vous pouvez découvrir le processus de référencement et les exigences applicables dans les documents qui ont été mis en concertation sur le site participer.isanté.gouv.fr. Donc, vous avez le lien là et Elodie vient de le repartager dans le chat. Et enfin, vous pouvez créer votre compte sur Convergence et d'ores et déjà évaluer votre conformité à la doctrine technique et aux exigences qui s'appliqueront dans le cadre de Mon Espace Santé. En parallèle, donc je vous disais, nous, on travaille avec une trentaine d'éditeurs pilotes pour co-construire un peu le processus de référencement. Tous les documents de travail que l'on a avec ces éditeurs-là,
on les publie et on publie les comptes rendus de nos échanges en séance sur le site du GIE Sésame Vital. Donc, pour ça, il faut juste se créer un compte sur l'espace industriel du GIE et pouvoir accéder publiquement aux documents de travail si vous avez des questions plus précises, si vous voulez avoir de premiers éléments concernant la documentation technique aussi qui ont pu être partagés et publiés par le GIE pendant l'été. Voilà, moi j'ai fait le tour des points que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Peut-être, Élodie, tu regardes les questions et j'essaie d'y répondre? Ok, alors j'essaie de remonter dans le chat. Première question, mon espace santé sera alimenté par le patient lui-même ou est-ce que d'autres acteurs du domaine de la santé peuvent y déposer et envoyer des documents? Alors, donc, le pari, c'est d'abord, c'est l'usager lui-même qui va remplir son espace numérique de santé. Notamment, d'un point de vue du parcours d'enrôlement à la création, on a fait en sorte d'inciter les personnes à alimenter leur profil médical. L'objectif, c'est vraiment que si un jour je dois être pris en charge en urgence, on puisse simplement retrouver tous les éléments qui ont trait à mon historique médical dans mon espace numérique de santé. Par ailleurs, tous les professionnels de santé, que ce soit les radiologues, que ce soit les biologistes, les médecins, les professionnels de santé en établissement, à l'hôpital, vont pouvoir aussi alimenter l'espace numérique de santé à travers leur logiciel qu'on appelle donc DMP compatible. Vous le savez peut-être, au ministère, on porte un plan d'investissement historique, c'est 2 milliards d'euros pour mettre à jour tout le parc informatique des professionnels et des établissements de santé en France pour qu'ils soient en capacité de pousser les données de santé à l'usager. Donc concrètement, ça commence dès maintenant et ça va s'étaler sur 4 ans. Tous les logiciels qui existent dans les laboratoires, dans les établissements de santé et dans les cabinets de médecins pourront alimenter mon espace santé. On y retrouvera donc les ordonnances, les comptes rendus d'examen de biologie, les lettres de sortie à l'hôpital par exemple. C'est le type de document qu'on pourra retrouver dans mon espace santé au fur et à mesure du déploiement de ce qu'on appelle donc le Ségur de la santé, qui est le plan d'investissement qui vise à réactualiser toutes les interfaces alimentation du DMP qui existent dans les logiciels des médecins et des professionnels de santé en France. Merci Ella. Alors, question suivante. Est-il prévu de rendre interopérable le système de messagerie avec les solutions de télésurveillance et télémédecine existants? Alors, ça fait partie des sujets et des orientations qu'on a envie de prendre, c'est-à-dire de permettre, un peu comme on l'a fait dans l'espace de confiance MS Santé, à des éditeurs qui respectent les mêmes conditions de sécurité, d'utiliser notre serveur de messagerie dans les échanges internes entre patients et professionnels. C'est pas encore mis dans une quelconque roadmap, donc je ne pourrais pas vous donner d'éléments de calendrier, mais d'un point de vue de la vision de la messagerie, on a clairement ce sujet en tête, c'est-à-dire au-delà de permettre l'échange direct entre messagerie professionnelle et usagers dans mon espace santé, de permettre à des on va dire clients de messagerie tiers de relever le serveur de messagerie usagé pour permettre en fait de garantir le même niveau de sécurité dans les échanges qu'il peut y avoir entre les professionnels, que ça se fasse via mon espace santé ou dans des solutions tiers. Alors, on a plusieurs questions, remarques en lien avec la messagerie. L'inquiétude des PS est sur ce point de la messagerie que les patients les bombardent de demandes. Et on a une petite question complémentaire. Le patient peut-il initier une conversation avec un PS, son médecin traitant par exemple? Alors oui, bah ça fait, c'était le sujet dès le début, hein, cette question de comment est-ce que je fais en sorte que le professionnel soit pas complètement sous l'eau, mais aussi que du côté du patient, on n'ait pas l'impression d'envoyer une bouteille à la mer. Donc concrètement, dans un premier temps, ce qui a été retenu, c'est que ce sont les professionnels qui peuvent initier une correspondance avec leurs patients. Donc, à partir du moment où, en tant que professionnel, je dispose de l'INS, c'est-à-dire du numéro de sécurité sociale de mon patient, je peux lui écrire à l'adresse ins@
patient.mssanté.fr. Donc, je peux le saisir dans mon champ destinataire de ma messagerie MS Santé. Et à partir du moment où j'ai initié cette correspondance, le patient peut me répondre. Et on va travailler aussi sur des fonctionnalités qui permettraient à des professionnels de bloquer un patient. Donc, l'objectif, c'est de garantir aux professionnels des conditions d'échange avec leurs patients qui soient sécurisées pour ne pas engager non plus la responsabilité médico-légale. Aujourd'hui, c'est pas tout à fait dans les clous quand un professionnel utilise WhatsApp ou Gmail pour envoyer des données de santé à son patient. Donc, on veut leur offrir une alternative sécurisée. Dans un premier temps, on va mettre en place ces garde-fous, on va dire, pour permettre de gérer le flux. Et petit à petit, on verra, en fonction de l'évolution des usages et des discussions avec les professionnels de santé et leurs représentants, quelles autres fonctionnalités est-ce qu'ils aimeraient pouvoir mettre en place. On pourrait imaginer, par exemple, qu'ils permettent à certains patients en particulier de leur écrire quand ils connaissent le patient ou quand le patient est en ALD, par exemple, que pour ces patients-là en particulier, eux puissent initier une correspondance. Mais pour l'instant, ce qu'on a mis en place, ce qui est d'ores et déjà en prod dans les départements pilotes, c'est la possibilité pour le professionnel d'initier une correspondance et l'usager ne peut que répondre à un professionnel qui l'aurait déjà écrit. Merci. Alors, toujours pour la messagerie, ressemblera-t-elle davantage à des mails ou à des messages de type WhatsApp, par exemple? En gros, ça ressemble un peu à la messagerie qu'on a dans notre application bancaire. Donc, c'est une messagerie propriétaire gérée à la conversation, si c'est ça la question, et pas au message, et qui permet aux usagers de partager des documents de santé et pareil aux professionnels d'envoyer des documents de santé que l'usager pourra ensuite enregistrer dans son dossier médical. Question suivante, quid du partage de responsabilité, j'imagine, entre responsable de traitement et éditeur sous-traitant? Ah oui, alors là-dessus, nous, ce qu'on propose de faire, c'est d'avoir en relation directe l'éditeur sous-traitant qui puisse, entre guillemets, pré-référencer sa solution et qu'ensuite, il référence au fil de l'eau les solutions des responsables de traitement. Donc, c'est le cas pour, par exemple, on a des éditeurs de portail d'établissement qui ont une solution techniquement, mais qui est déployée en SaaS dans différents établissements et qui permet à chacun des établissements de sélectionner aussi bien les éléments graphiques que parfois fonctionnels qui sont mis à disposition de leurs usagers. Donc là, on aura un pré-référencement de la solution développée par l'éditeur et ensuite une déclaration, on va dire, de référencement faite solution par solution en fonction des responsables de traitement. Qui a l'obligation de répondre au questionnaire convergence? La responsabilité est-elle uniquement pour l'éditeur? J'imagine que ça, c'est en lien avec la notion de responsable de traitement. Alors oui, dans le cadre du processus que je viens de vous décrire sur le pré-référencement, c'est effectivement l'éditeur qui va être responsable de la déclaration faite dans Convergence. Parce que vraiment, les questions, elles portent sur la solution, en fait, sur techniquement la solution qui est mise en œuvre et les modalités organisationnelles de garantie de la sécurité et de l'intégrité de la solution. Où peut-on trouver la convention de référencement? Alors, elle n'est pas encore publiée. Pour tout vous dire, on est en train de la finaliser avec les collègues du GIE et de l'assurance maladie. Je ne suis pas sûre qu'elle, pour le coup, on l'a publiée en concertation, mais on est en train d'en définir les clauses et on va la travailler avec la trentaine d'éditeurs du groupe de travail porté par le GIE. L'échange de données est-il un prérequis au référencement? Non, pas du tout. Vous pouvez tout à fait faire référencer votre solution sans proposer d'échange de données à vos usagers. Ensuite, mon espace santé dispose de son propre hébergement de données de santé. Chaque éditeur devra-t-il avoir lui aussi son propre hébergeur HDS? Alors oui, donc nous, bien sûr, on a notre propre hébergement de données de santé, hébergé en France, certifié HDS. Pour les éditeurs, donc
concrètement, lorsque ça s'applique, lorsque, au vu de la nature des données que vous traitez, vous devez être HDS, alors oui, le critère s'applique. Donc ça, c'est vraiment, ça fait partie des exigences. Vous verrez, il y a la question d'inconvergence, savoir si l'éditeur est l'hébergeur est oui ou non certifié HDS, s'il a la certification. Et concrètement, nous, ce qu'on va faire, c'est que lorsque ça ne s'applique pas, imaginons pour une application de bien-être qui pourrait être référencée, eh ben, on ne prend pas en compte ce critère-là. Les éditeurs peuvent-ils utiliser des sous-traitants dans la conception de leur application ou service? Oui, et je vous disais tout à l'heure, dans le dossier de demande, il y a ce qu'on appelle le formulaire RGPD, donc c'est quelques questions sur justement la finalité de traitement, les conditions d'hébergement, etc., etc. Et il y a effectivement une partie où il y a de la déclaration de sous-traitant, si ça porte typiquement sur l'hébergement, par exemple. Y aurait-il un document établissant les responsabilités de chaque acteur, éditeur, sous-traitant, responsable de traitement, responsable de référencement, etc. Alors, nous, on va avoir une convention qui nous lie, nous, avec l'éditeur qui souhaite faire référencer sa solution. Et derrière, la relation entre l'éditeur qui souhaite faire référencer sa solution et ses sous-traitants et ses responsables de traitement, pour nous, ça, c'est de la responsabilité de l'éditeur, c'est-à-dire la répartition des responsabilités entre l'éditeur et, on va dire, son environnement. C'est pas juridiquement des choses que nous, on est amené à régir. Si vous avez en tête un cas particulier où vous vous dites non, mais dans ce cas-là, ça serait quand même utile d'avoir un cadre, etc., etc., n'hésitez pas à le poser soit en chat, soit en question. Moi, ça m'intéresse d'avoir vos retours là-dessus. Les auditeurs doivent-ils obligatoirement être qualifiés ANSSI? Pour l'audit de code, oui. Pour l'audit de code, il y a une liste qu'on vous partagera d'auditeurs qui sont référencés par l'ANSSI. Et oui, l'idéal, ce qui sera demandé, c'est un audit de code réalisé par l'un de ces acteurs. L'adhésion aux briques du store comme le DMP sont-ils considérés comme des exigences légales ou simples facultés de développement technique? L'éditeur peut-il demander au responsable de traitement de financer le coût d'adhésion aux briques? Alors, si vous faites financer le coût d'adhésion, c'est votre modèle économique. Je veux dire, nous, on n'a aucune ingérence à avoir là-dessus. Par exemple, si je comprends la question, c'est est-ce qu'une solution doit être DMP compatible pour être référencée? Alors, la réponse est non. Nous, ça fait partie des questions que l'on pose dans le cadre du processus de référencement. On veut savoir si les solutions, elles sont oui ou non DMP compatibles lorsque ça s'applique, lorsqu'il c'est pertinent ou légitime qu'elle le soit. Mais ce n'est pas un critère discriminant au référencement. Donc, vous n'êtes pas obligé d'être DMP compatible pour être référencé. Les données de l'éditeur HDS devront être, elles, obligatoirement stockées en France? Alors, non, pas obligatoirement, à certaines conditions. Donc, pour tout vous dire, je n'ai pas les conditions là en tête, mais elles seront documentées dans le processus de référencement. Ça fait partie des sujets sur lesquels les experts RGPD avec qui on travaille ont fait de premiers retours. Mais c'est possible d'avoir de l'hébergement HDS hors de France, mais par exemple, tant que ça reste dans l'Union européenne, je crois. En tout cas, là-dessus, ne prenez pas ma parole pour définitive, parce que ce n'est pas un sujet que j'ai creusé personnellement. Je sais qu'on a eu des retours de nos experts RGPD sur la question. Je sais que c'est possible que ce soit pas stocké en France, mais je sais qu'il y a aussi des contraintes sur les lieux d'hébergement. Donc, il faudra qu'on vous précise ça. Une fois l'application référencée, quid des mises à jour de l'application? L'audit de code a lieu uniquement lors du référencement initial ou doit-il être renouvelé? Alors, il devrait être renouvelé. Ça s'apparente vraiment aux modalités de référencement, par exemple, sur les
les stores des OS, hein, ça ressemblera un peu à ça. Donc, concrètement, s'il y a une mise à jour de votre solution, vous devez le déclarer. Enfin, si celle-ci est de nature substantielle, c'est-à-dire qu'elle impacte un des critères liés à votre référencement. A posteriori, comme je le disais, il y a des audits. Donc, si on remarque des différences entre la déclaration et la réalité, ça engendre des séries de sanctions qui sont par ailleurs documentées dans le processus de référencement. Et l'autorisation de référencement, elle a une durée de validité. Ça veut dire qu'il faudra demander à renouveler sa solution. Donc, la première année, faut mettre à jour sa déclaration à la fin de la première année. Et ensuite, on est référencé pour 2 ans avant d'avoir à mettre à jour, encore une fois, sa solution. Donc, c'est des cycles pour la première année de 1 an, puis tous les 2 ans de mise à jour de la déclaration de conformité sur Convergence. Il y a un audit de code et un audit de sécurité SI est-il prévu? Donc, c'est ça qu'on appelle l'analyse de code SSI. Donc, si par audit de sécurité SSI, vous parlez de test d'intrusion, c'est pas ça dont on parle. Donc, nous, ce qui est attendu pour les applications qui souhaitent faire de l'échange de données avec mon espace santé, c'est d'abord un audit du code et de l'autre côté, une analyse de sécurité SSI pour laquelle on donnera un template, mais qui grosso modo ressemble à des pratiques courantes qu'on appelle par exemple EBIOS RM. Donc, c'est des analyses de sécurité sur les enjeux de confidentialité, de disponibilité, d'intégrité, etc., avec des scénarios de risque, des actions correctives, du risque résiduel. Enfin, c'est ça c'est assez typique, c'est assez basique en termes d'analyse de risque. Enfin, je veux dire, c'est des templates qui sont assez fréquents, assez courants, et c'est ça qui devra nous être adressé par les éditeurs qui souhaitent être référencés au catalogue de services de mon espace santé. Alors, je passe dans l'onglet questions. Sur les régions test, combien de patients ont activé leur espace santé et quels sont les objectifs d'activation des porteurs du projet? Alors, donc aujourd'hui, on a environ 3000 espaces numériques de santé ouverts, donc activés par les personnes sur la semaine dernière, en une semaine. Donc là, sur le pilote, on va notifier environ 4 millions de personnes. On vise d'en ouvrir automatiquement dans le cadre du processus d'opt-out, on va dire 80-90%. Donc, on peut cibler à peu près, on va dire, 3 500 000. Je vous donne les grands volumes. Hein. Et ensuite, d'espaces numériques de santé effectivement activés, ça veut dire auquel une personne s'est effectivement connectée pour aller jeter un œil, voir à quoi ça ressemble, etc. On ne s'est pas trop donné d'objectifs. Justement, ça, c'est les choses pour lesquelles on voulait faire un test, de voir un peu quels étaient les parcours des usagers dans leur taux d'activation, mais on n'est pas non plus, naïf. On sait que concrètement, hein, la manière, le canal de notification des usagers, ça ressemble à une campagne de mailing, certes portée par un émetteur qui a une bonne notoriété vis-à-vis du public, qui est l'assurance maladie. Donc, on peut s'attendre à un taux d'ouverture, un taux de conversion intéressant, mais sur un canal de notification qui est le mailing, si on a un taux de conversion à 3, 5, 10%, c'est déjà bien. Donc, on s'attend plutôt à ce que l'activation, elle se fasse au fil de l'eau. La création automatique, elle a un calendrier qui est défini par la loi. Donc, derrière, après notification, un professionnel, il pourra alimenter l'espace numérique de santé de la personne. Il peut considérer que par défaut, le patient qui est en face de lui aura un espace numérique de santé associé. Mais l'activation par les usagers eux-mêmes, ça, on sait que c'est quelque chose qui va être plus lié à la communication grand public qu'on va mettre en place, au parcours de soins aussi des personnes, etc. Donc, c'est quelque chose qu'on va suivre sur le temps long. Faut-il que les usagers aient créé leur DMP pour l'avoir dans leur espace santé ou le DMP sera créé par défaut pour celles et ceux ne l'ayant pas encore fait? C'est vraiment tout ça, la logique de création automatique. Oui, en fait, le DMP n'aura plus d'existence autonome à part. Ça devient vraiment une brique de mon espace santé. Donc, demain, toutes les personnes qui verront
leur espace numérique de santé activé auront un DMP associé. Et pour ceux qui avaient déjà un DMP, comme moi par exemple, je vais retrouver mes documents, les documents de mon DMP dans mon espace santé. L'éditeur a-t-il une obligation de communiquer un calendrier au responsable de traitement? Alors oui, celle-ci, je l'ai lue, je ne suis pas sûre de l'avoir compris. En fait, ça, c'est vraiment entre vous et le responsable de traitement, entre l'éditeur et le responsable de traitement. Donc, c'est plutôt des clauses contractuelles. Je ne sais pas trop de quel type de calendrier est-ce qu'on parle là, mais en tout cas, nous, on vise la mise en place d'un processus de référencement qui peut être bouclé en 3 mois. Donc, derrière, on pourra publier au fil de l'eau les délais d'instruction une fois qu'on les aura effectivement mis en œuvre. Là, c'est des projections qu'on est en train de faire sur l'évaluation de la charge. Mais ouais, donc, on pourra communiquer auprès des éditeurs des délais pour qu'ils puissent les communiquer à leur responsable de traitement, mais ont des délais moyens. Mais après, voilà, c'est à l'éditeur de voir ce qu'il présente à la responsable de traitement. Alors ensuite, dès lors que la consultation stipule que la convention de référencement définit le rôle et les responsabilités des parties, notamment en termes de responsabilité de traitement des données échangées, il n'est pas envisageable pour un éditeur de s'engager dans le processus de référencement sans ce document. Il doit donc être partagé et mis en concertation, car si ces conditions d'échange ne sont pas équitables, le nombre de candidats au référencement serait famélique. Un gros risque pour vous. Bon, ça, c'est pas trop une question. Aujourd'hui, nous, ces sujets-là, on les travaille avec des personnes qui sont dans cette situation-là. Et donc, on essaye de faire en sorte que, justement, la convention de référencement qui va être édictée, elle réponde aux contraintes de chacun d'un point de vue, justement, de la responsabilité de traitement. Je suis pas sûre de comprendre le premier... je suis pas sûre de comprendre le cœur du problème là que vous pointez du doigt. J'ai l'impression que c'est plus quelque chose de général sur la relation qu'il y a entre un éditeur et son responsable de traitement. Mais nous, clairement, c'est l'éditeur qui a les réponses en fait. Donc c'est l'éditeur qui va faire le processus de référencement. Et derrière, c'est dans la relation entre l'éditeur et le responsable de traitement que la distribution des rôles et des responsabilités doit être définie. Je ne sais pas exactement là à quel sujet est-ce que vous faites référence, mais nous, en tout cas, dans la partie convention de référencement, ça va être des clauses assez génériques. Donc, si vous avez un sujet précis derrière le commentaire, n'hésitez pas soit à le mettre dans le chat, soit à nous l'envoyer par mail à l'adresse que Élodie, elle vous a partagée tout à l'heure. Nous, voilà, on est hyper preneurs de tout type de retour. Donc, si vous avez quelque chose de précis derrière, n'hésitez pas à nous partager. On est en train de concevoir cette convention de référencement, comme je vous le disais, en associant des éditeurs qui sont dans ces situations-là. Donc, si vous voyez quelque chose, n'hésitez pas à nous partager. Alors, je vois une dernière question dans le chat. Peut-on demander de consulter la convention entre l'éditeur et vous-même en qualité de responsable de traitement de la solution développée par l'éditeur? Bien sûr, ouais. Ça, c'est des choses qu'on partagera, ouais. En fait, nous, on vise d'avoir une convention de référencement la plus générique possible, c'est-à-dire que tous les éditeurs aient à peu près la même, à part quelques clauses, typiquement sur la nature des données qui peuvent être échangées, etc. Mais donc, oui, bien évidemment, un responsable de traitement pourra consulter la convention, ouais. Je pense que j'ai fait le tour des questions dans le chat. Si vous en avez d'autres, c'est le moment, n'hésitez pas. Pour rappel, donc, on va mettre en ligne le support de cette présentation et le replay. Voilà. Que vous dire de plus, je ne sais pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et sinon, je vous ai remis l'adresse mail monespacesanté@isanté.gouv.fr. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à nous écrire, on vous répondra. Sinon, si vous n'avez pas d'autres questions, écoutez, on va terminer un peu plus tôt. Prochaine date pour ce webinaire,
Je ne sais plus. C'est en octobre, je ne sais plus. Mais bon, en moyenne, il y a un webinaire tous les mois et demi, toutes les 6 semaines, toujours le mercredi à 14h. Je vois que quelqu'un est en train d'écrire dans le chat. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse que Élodie vous a partagée. C'est vraiment pour nous une façon d'avoir des feedbacks hyper utiles. Et comme vous l'avez vu, hein, on est en train de construire tout ça. Donc, c'est vraiment le bon moment pour nous partager vos retours là-dessus. Merci à tous et à bientôt. À très vite. Merci beaucoup. Au revoir.